25 personnes, dont 23 femmes et 2 hommes, ont perdu la vie ce mercredi 2 février 2022 matin à Kinshasa. Ce carnage s'est produit au marché de Matadi-Kibala, où un câble électrique à haute tension s'est échoué sur ses victimes. Pour cause, la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa très tôt matin. À en croire un cadre de la SNEL contacté par notre rédaction, les ingénieurs sont à pied d'œuvre pour les enquêtes. C'est trop tôt pour donner les causes de cette défaillance. Selon plusieurs sources, ces victimes sont pour la plupart vendeurs au marché de Matadi-Kibala. Pour Juliette Mbaya, chargée de communication à la SNEL, c'est une mauvaise nouvelle. Mais, de temps en temps, nous avons toujours alerté et nous sensibilisons la population à ne pas construire ou à ne pas s'installer sur les emprises de la SNEL. Malheureusement, elle est souvent mal comprise. Les autorités urbaines se sont rendues sur les lieux. Les victimes ont été acheminées à la morgue. Cette situation relance l'épineuse question de la sécurisation des installations de la SNEL et la responsabilité des ministères qui valident le lotissement des emprises de cette société, malgré les risques que ces actes représentent. Célébrer le 2 février de chaque année, la Journée mondiale des zones humides a pour objectif d'attirer l'attention sur la fragilité de ces zones indispensables pour l'homme et la planète et de sensibiliser les grands publics à l'importance de ces milieux. Le vice-primature de l'environnement et développement durable a, à travers sa direction des ressources en eau, réfléchi sur les différentes actions à mener pour renverser la tendance de la disparition accélérée des zones humides, de promouvoir leur conservation et restauration. Notre vision est de faire des stratégies, des projets qui font monter la connaissance à tous les niveaux, dans des écoles, partout, au milieu estudiantin, partout pour valoriser cet écosystème. Les participants à ces assises ont trouvé toutes les raisons à mener ces réflexions puisqu'il est question de préserver les écosystèmes aquatiques compte tenu de leur rôle dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, à l'approvisionnement en eau douce. Nous sommes sans ignorer que les zones humides, c'est une matière, c'est des notions, c'est des termes purement techniques que beaucoup ne connaissent pas. Et des journées comme ça nous amènent à vulgariser, nous amènent à en parler, nous amènent à apporter des connaissances par rapport à ce qu'est en réalité les zones humides. Avec son thème « Agir pour les zones humides, c'est agir pour la nature et les humains », l'édition de cette année a martelé sur 3 messages clés dont la valorisation, la gestion et la restauration des zones humides. La Convention Ramsar, traité international visant la conservation et l'utilisation durable de zones humides, a classé jusqu'à ce jour 940 zones humides, dont une quarantaine d'une importance internationale. La capacité du monde à sauver les zones humides de la planète repose sur la capacité de favoriser une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension des multiples avantages qu'offrent ces écosystèmes essentiels à la vie. Les zones humides de Kinshasa et celles qui sont situées dans les autres grandes villes de la République démocratique du Congo sont menacées de spoliation. Et pourtant, ces terrains habituellement inondés sont riches en biodiversité. La communauté internationale ne manifeste pas l'intérêt de manière globale sur ce que je pourrais considérer des zones humides locales. Les zones humides locales. Alors que leur reconnaissance reste un préalable nécessaire à la préservation ou à une action quelconque où on nous appelle aujourd'hui à agir. Donc, avant qu'on pense à tirer profit de ces zones, il faut qu'un travail d'inventeur qui aboutirait à une typologie, une cartographie de ces zones soit mené. Et la société civile, notamment le réseau de ressources naturelles avec ses membres, sont prêts à accompagner les entités, surtout les provinces et les entités territoriales décentralisées, mais à moins que nous soyons capacités. Les zones humides abritent une richesse biodiversité. Elles peuvent accueillir jusqu'à près de 500 000 oiseaux et autres espèces végétales que animales. En RDC, ces zones font du pays un riche habitat. Dans cette optique, l'appel à l'action préconise d'intensifier les efforts et d'investir dans la conservation, gestion et restauration. Donc le gouvernement aussi locaux là
sont appelés à réaliser les études pour y inventorier, n'est-ce pas? Notamment les zones humides. Et une fois que l'inventaire est fait, à ce moment-là, on peut avoir une cartographie claire des zones humides, on peut avoir une typologie claire des zones humides, et on peut comprendre l'importance de chaque type de zones humides. Et à ce moment-là, on peut se dire que, oui, le Congo peut ne pas profiter, tirer les conclusions, qu'on ne profite pas de ces ressources-là. Dans ses efforts de sensibilisation, le Fonds mondial pour la nature en Afrique a lancé une campagne digitale du 2 au 9 février pour célébrer la journée mondiale de zones humides, placée cette année sous le thème « Agir pour les zones humides », c'est agir pour l'humanité et la nature. Les scientifiques martèlent sur la protection des écosystèmes aquatiques car la destruction de ces zones est susceptible d'entraîner de conséquences fâcheuses. Si on a détruit ces zones-là, ils vont pondre. Mais si là où ils pondaient les œufs, c'est détruit, on aurait combien après? On a fait le code de pêche et aquaculture, j'y ai participé à 2004. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, ce code se trouve quelque part, je ne sais pas dans quel tiroir, mais du moins je sais que le document a été préparé, et il est où? Selon le rapport de l'Observatoire de zones humides, ces espèces sont exposées à des pressions dues aux constructions urbaines, étant donné que 6,8% des habitants du pays, soit près de 1,1 million de personnes, habitent à moins de 2 km de ces zones. Le développement durable dépend de la protection de l'environnement au maintien des forêts de la République démocratique du Congo pour contrer le réchauffement climatique planétaire et la biodiversité. Et c'est en vue de former et sensibiliser toutes les couches de la population à l'entretien et l'aménagement des forêts à mangroves. Avec l'appui des Rainforest Fund et plusieurs centres dans la province du Congo central, précisément à Mwanda, au village Boulambemba et à Banana, les experts expliquent les rôles que joue la mangrove. C'est une forêt qui vit au milieu de l'eau douce et l'eau salée, et c'est une forêt qui nous donne l'oxygène, parce que c'est une forêt naturelle, et cette forêt, c'est les frayeurs, les maternités de poissons. Alors, donc c'est l'amortisseur. S'il n'y a pas cette forêt, l'océan peut aller jusqu'à Boma. S'il vous plaît, c'est la seule forêt qui nous donne le temps de respirer, et c'est la seule forêt qui nous donne à manger, et c'est la seule forêt qui garde l'équilibre de Mwanda. L'État, s'il veut réellement protéger les parcs marins, les mangroves, doit donner des alternatives à la communauté, l'électricité. Parce qu'avec l'électricité, il peut préparer avec des réchauds électriques pour réduire l'air pression sur la mangrove. Du temps de nos grands-parents, plusieurs espèces de poissons s'est retrouvées dans l'océan, le long de la côte, tels que les requins ainsi, les poissons dinosaures et bien d'autres. Au fil du temps, ces espèces ont disparu. Actuellement, nos pêches sont très maigres. C'est ainsi qu'elles se rabattent sur les mangroves pour faire la braise en vendre. Ayant maintenant compris, nous avons résolu de faire les étangs pour produire des poissons au lieu d'abattre les mangroves. Signalons que les constats de la coupe des mangroves menacent à l'écosystème. Quelques jours après la pose de la première pierre de la construction du port en eau profonde à Banana, la polémique autour des éventuelles études à impact environnemental sur le littoral et sur l'habitat des communautés ont surgi. De nos jours, plus de milliards d'êtres humains vivent à moins de quelques kilomètres de la côte et ce nombre est en constante augmentation. Il s'agit de la destruction des habitats côtiers. Cette menace pèse sur l'écosystème marin avec des conséquences à la fois sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Il est sans oublier que l'équilibre écologique au niveau de la cité de Mwanda est perturbé par l'exploitation pétrolière et construction sur le littoral et c'est l'écosystème aquatique qui en pâtisse. Le port en eau profonde. Alors maintenant, le port en eau profonde, on voit sa configuration. Il va détruire certainement l'estuaire. L'estuaire où nous, en tant que techniciens de pêche, c'est un frayère. Frayère signifie là où les poissons viennent pondre les œufs.
et les œufs éclosent, ils donnent des petits poissons qui se développent. Très bien. À partir de la frayère, ils vont descendre à l'océan, vont monter vers le fleuve, vers l'océan. Maintenant, comment on va concilier le port et la destruction de la frayère? Le port, qu'il soit de commerce ou de plaisance, sont parmi les infrastructures artificielles les plus communément construites sur le littoral. À en croire certains écologistes, leur construction conduit non seulement à une destruction directe des petits fonds côtiers par recouvrement, mais cause également des dommages indirects à l'écosystème en modifiant le courant locaux ou la sédimentation, perturbant ainsi la composition benthique locale, la dispersion et l'installation des larves de poissons. Signalons que les activités industrielles constatées sur les lieux associés au port engendrent souvent des contaminations microbiologiques et chimiques chroniques de ces zones, avec des conséquences à long terme sur l'organisme vivant. Au moment où ces zones sont essentiellement au maintien de la dynamique de stock de poissons, leur identification et protection est donc primordiale.